Chamilo 2, c'est quelque chose qui a démarré il y a déjà plusieurs années, où on a fait le choix de où il y a eu une réflexion sur quels étaient les objectifs de Chamilo à long terme. Et on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs objectifs importants qu'on voulait faire pour l'implémentation de Chamilo 2. La première, c'était d'utiliser une plateforme PHP. En effet, il y a de plus en plus de plateformes très résistantes qui permettent d'avoir des extensions directement développées par une communauté qui est présente partout dans le monde et ainsi gagner du temps pour toutes les implémentations qui sont à faire et gagner en sécurité aussi parce que cette plateforme est vérifiée par beaucoup plus de monde que uniquement Chamilo vu qu'elle est utilisée par de nombreuses applications. Donc, c'était rechercher une plateforme PHP comme structure de base. Il y avait ensuite changé la structure de Chamilo pour permettre de fonctionner avec cette plateforme PHP, mais également pour rajouter de la flexibilité. Par exemple, le fait que dans Chamilo 1, quand on a un document qui est créé dans un cours, il est disponible dans ce cours, on ne peut pas le réutiliser dans un autre cours. Et donc, ça oblige à dupliquer l'information. Et ça, c'était impossible à changer parce que la structure ne le permettait pas. Donc, il fallait qu'on change la structure et l'organisation de la gestion profonde des documents de l'information de Chamilo pour permettre ce changement fonctionnel. Donc, on voulait en profiter pour avoir des changements de structure et rajouter de la flexibilité dans la structure pour permettre beaucoup d'évolutions par la suite. Le troisième point qui était très important, c'était de séparer la partie front-end du back-end. Donc, d'avoir une partie derrière qui soit solide et sécurisée et devant une partie autonome qui va faire appel à cette partie de back-end mais qui va pouvoir être n'importe qui qui a les compétences de développement en front-end pourrait reprendre Chamilo et en faire une interface différente parce que c'est bien séparé. Alors que maintenant, si on veut changer d'interface, il faut connaître comment ça fonctionne derrière parce qu'on peut pas juste faire des appels à une API ou des choses comme ça. Et donc, on voulait faire cette séparation. Et le dernier point, c'est tant qu'on fait cette séparation, on en profite pour améliorer le design et le rendre un peu plus moderne et compatible avec les nouveaux types d'utilisation qui sont beaucoup plus mobiles maintenant. Et donc, faciliter cette gestion-là, que Chamilo s'intègre bien dans tous les nouveaux modes d'utilisation des plateformes. Donc, la plateforme PHP qui a été choisie, c'est Symfony. J'ai mis le petit logo là. Et parce que c'est utilisé par plusieurs milliers de logiciels utilisent cette plateforme-là déjà dans le monde. Il y a une communauté qui est assez large et beaucoup d'extensions qui existent. Le passage à Symfony, le choix a été fait il y a presque 10 ans maintenant. Et ça a déjà commencé à partir de la version 1.11.0, la première release de 1.11. Déjà, on avait mis un pied dessus en fait. On commençait à certaines choses pouvoir les utiliser dans Chamilo en utilisant la plateforme. Et là, dans Chamilo 2, on est entièrement les deux pieds sur Symfony. Et donc, on peut utiliser tous les éléments de Symfony vraiment pour toutes les parties de Chamilo. Pour le changement de structure, donc là, on en a profité, on a fait les changements nécessaires. Ça, les choix, l'exemple type, c'est d'avoir une structure plus uniformisée et donc de gérer tout ce qui est ressources avec un système d'arbres de ressources. Et donc, on peut refaire des liens entre n'importe quel élément dans le Chamilo. Donc, un cours, c'est une ressource. Un document, c'est une ressource. Un utilisateur, c'est une ressource. Et une arborescence de ressources. Comme ça, on peut, une ressource, elle peut être à cet endroit dans l'arbre, mais elle peut être à un autre endroit et elle peut être à un autre endroit, mais c'est une seule ressource à l'arrivée, même si la structure d'arbre permet d'accéder à tout. Donc c'est ça le gros changement structurel, c'est que quand on fait une migration justement d'un Chamilo 1.11 vers un Chamilo 2, c'est qu'il faut réimplémenter tout cet arbre à partir des infos qu'il y a dans le Chamilo 1. La séparation dans le back-end, c'est le logo, le back-end et le front-end. On a utilisé justement pour le front-end ce qui s'appelle Vue, V-U-E.
qui est un système comme pour Symfony qui est déjà largement utilisé et qui permet de créer des templates de présentation, et le système View va demander à une API les données qu'il doit utiliser pour remplir ces templates. Et donc, un développeur View, à terme, parce que ça, comme on a fait pour Symfony, on l'a fait un pied puis le deuxième pied, bah là, pour Vue, on fait pareil. On a mis un premier pied pour le moment. On va voir tout à l'heure, quand je vais faire la démo de l'interface, qu'il y a certaines parties. Là, c'est encore le système d'avant de présentation qui est utilisé. On n'a pas fait toute la séparation parce que déjà, le développement a pris énormément de temps à arriver. Parce que c'était compliqué de faire le développement de 1.11 et de Chamilo 2 en même temps, et d'avoir suffisamment de ressources pour faire avancer Chamilo 2 et en même temps apporter les évolutions nécessaires de la plateforme qui est utilisée partout dans le monde actuellement. Et finalement, le redesign de l'interface, donc on va voir avec un menu qui passe à gauche et qui est rétractable pour permettre justement d'utiliser les écrans qui sont très larges actuellement et de pouvoir voir le contenu en beaucoup plus grand et ne plus avoir un header très grand en haut avec un menu qui était bloquant quand on voulait faire défiler justement sur des modules. On n'avait plus accès au menu, il fallait remonter tout en haut et ainsi de suite. Donc, c'était juste une petite introduction en matière pour expliquer justement les changements structurels ou les choix qui ont été faits. Je vais maintenant un peu revenir ici. Celui-ci. Là. Hop. Et je vais partager mon écran à nouveau pour l'écran et celui-ci partagé. Pour montrer justement à quoi ressemble l'interface de Chamilo 2. Donc l'interface de Chamilo 2, comme on peut le voir, c'est la page d'accueil est un peu différente. En particulier, il n'y a plus le gros header avec un menu en dessous qui prenait pas mal de place en haut. On a changé par une bande assez fine avec le logo de l'institution ou de l'entité et des entrées de pages spécifiques et le sélecteur de langue qui se retrouve en haut pour gagner en espace. Ces pages spécifiques, donc la page d'accueil qui est ici, la FAQ qui n'est pas générée automatiquement, qui est une page libre pour que chaque plateforme Chamilo puisse créer sa propre FAQ indépendamment, mais avec une interface de gestion de contenu HTML directement par l'administrateur du Chamilo. La page d'inscription, donc ça qu'on avait déjà dans le Chamilo 1, une page démo qu'on appelle démo, et de la même façon que pour la FAQ, c'est un espace libre d'édition par l'administrateur de la plateforme, dans lequel il va pouvoir mettre des liens vers des cours publics, par exemple, pour aller essayer, une explication de qu'est-ce qui est fait sur la plateforme, de quel mode de fonctionnement là, qu'est-ce qu'on peut y trouver et faire des essais. Finalement, une page de contact qui permet, depuis l'interface d'admin, de créer des catégories pour contacter des personnes spécifiques. Par exemple, j'ai un problème pour créer un compte, eh ben, on va créer une catégorie création de compte et ça va envoyer un message directement à la personne qui peut s'occuper de ça et créer ainsi des catégories de contacts suivant le besoin qui est nécessaire. Et la langue pour la page d'accueil. Donc là, je l'ai mis en français avec un bloc que j'ai édité pour aujourd'hui. On peut voir qu'on a un bloc, deux blocs. On peut créer autant de blocs que l'on veut pour mettre sur la page d'accueil. Et ils vont se rajouter les uns à la suite des autres. Ici, je me connecte comme administrateur. Et hop, excusez-moi, hop, ça, je le déplace par ici. On va avoir de notifications qui apparaissent là-haut. Hop. Une fois qu'on se connecte, donc, on arrive sur la page d'accueil, mais connectée cette fois-ci. Donc là, comme je suis administrateur, j'ai le bouton pour venir éditer directement la page d'accueil pour éviter d'avoir à chercher dans l'interface, d'aller sur la gestion. On essaye justement dans Chamilo 2, on a essayé de rajouter des éléments directs pour accéder aux éléments dont on a besoin. Si on est administrateur, c'est depuis ici directement pouvoir éditer plutôt que d'avoir à aller chercher ou aller gérer cet élément-là. On a le menu sur la gauche, ce que j'expliquais, et en haut,
une bande assez fine qui permet justement de gagner en efficacité sur le défilement. En bas, cette bande noire, c'est juste que c'est une plateforme de développement et donc on a tous les éléments de debug de Symfony qui permettent justement d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les échanges qu'il y a eu, etc. et qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations si jamais on a besoin d'analyser ce qui se passe. Donc ça, sur une plateforme en production, ça n'apparaît pas, cette bande noire. Et on a finalement en haut là l'icône pour accéder à la messagerie et le petit menu contextuel comme on avait dans 1.11 qui est toujours disponible ici pour gérer son profil certificat et la connexion ou déconnexion. Dans le menu sur la gauche, on retrouve ce qu'il y avait à peu près dans le menu sur 1.11, c'est-à-dire la page d'accueil, l'accès à la page Mes cours, mais par contre qui a été séparée en 2 pages cette fois-ci. Une page pour Mes cours et une page pour les sessions. Et si l'utilisateur est uniquement inscrit à des sessions, alors ce sous-menu disparaît et il a seulement l'entrée Mes sessions. Comme ça, c'est plus direct pour l'utilisateur, il a seulement l'accès aux éléments qui l'intéressent. Parce que sur beaucoup de plateformes, les cours, c'est les professeurs qui les créent, mais les utilisateurs finaux, eux, ils accèdent que à la session. Ils n'accèdent jamais aux cours de base directement. Alors que dans Chamilo, on avait la page Mes cours qui présentait tout en même temps. Là, on sépare bien les différents éléments. Explorer plus de cours. On a qu'est-ce que j'allais dire? Explorer plus de cours, c'est le catalogue de cours qu'il y avait dans le Chamilo 1, qu'il y avait dans le Chamilo 1.11 et qu'on retrouve ici dans le Chamilo 2 et directement dans le menu automatiquement ici qui peut être masqué. Événements, c'est tout ce qui est le calendrier de l'utilisateur, donc on avait dans 1.11 et qui se retrouve ici, avec certains petits ajouts pour la gestion des événements où on peut inviter des personnes et que les gens s'inscrivent à des événements dans le calendrier de Chamilo. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui avait été rajouté comme extension dans le Chamilo 1.11 et qui est là intégré de base dans Chamilo 2. On a le suivi, donc la page de suivi des apprenants, donc ça comme on avait pour dans 1.11, le réseau social, avec la différence, c'est qu'on a rajouté directement ici tout ce qu'il y avait comme entrée quand on rentrait dans le réseau social. Sur la gauche du réseau social, on avait un menu qui apparaissait. Et pour éviter d'avoir 2 menus sur la gauche, on a directement intégré comme sous-menu la page d'accueil, les messages, les amis, les groupes sociaux, les fichiers personnels et les données personnelles, donc tout ce qui est lié au RGPD, qui permet d'avoir un accès direct et pas avoir à cliquer sur réseau social puis aller à la sous-entrée qui nous intéresse. Et finalement, comme je suis administrateur, j'ai une entrée administration avec, comme pour le réseau social, les entrées les plus fréquentes. Sur Chamilo 1, on devait aller sur la page d'administration et ensuite aller sur le bloc utilisateur, le bloc cours, le bloc session, etc. Alors que là, on peut directement accéder à la page de liste des utilisateurs, liste des cours ou liste des sessions. Voilà, au niveau de l'interface, c'est ça. Et je vois une remarque de Thomas concernant le fait que la page Zoom n'apparaît pas une fois connectée, alors qu'on la voit avant authentification. Ce qui se passe, c'est probablement qu'avant authentification, tu es dans la langue français générique et qu'une fois connecté, ton rôle administrateur, ton rôle d'utilisateur probablement a la langue, une sous-langue de Chamilo. Parce qu'on avait redéfini certains termes et donc on avait créé une sous-langue de Chamilo, un français région Aquitaine ou quelque chose comme ça. Et donc probablement toi, quand tu te connectes, il va montrer la page d'accueil du français région Aquitaine une fois que tu es connecté. Alors que quand tu vas sur la page d'accueil sans être connecté, c'est la langue du navigateur qui est récupérée et qui est montrée par défaut. J'imagine, pour ce que tu indiques que ça peut être cet élément-là. D'accord. Ouais, on regardera. Oui. Moi, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui peut être modifié la langue de la page Home. Oui, la mettre par défaut. On peut aussi désactiver le français. En fait, par défaut, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, comme l'utilisateur arrive sur la page par défaut de Chamilo, il n'est pas encore connecté, donc on ne sait pas quelle est sa langue. Donc, on va récupérer la langue du navigateur et chercher dans Chamilo quelle est la langue qui est disponible, qui est la plus proche de cette langue-là.
Donc, si la langue français est activée, ben, on va lui mettre le français. Si la langue français n'est pas activée, mais qu'il y a une sous-langue français quelque chose, alors on va afficher cette page-là, et ainsi de suite. Voilà la logique pour réussir à trouver dans quelle langue il faut l'afficher. Une fois que l'utilisateur est connecté, ben là, on connaît la langue que lui a dans son profil, et donc on affiche la page dans son profil. L'autre question sur un apprenant qui est inscrit dans une session, voit-il les autres cours auxquels il n'est pas inscrit? Non, il ne voit pas les cours dans la partie mes cours et mes sessions. Par contre, dans le catalogue, si on a publié des cours, là, il va pouvoir les voir. Mais dans la partie ici qui est mes cours et mes sessions, on voit uniquement les cours et les sessions auxquels on est inscrit ou pour lesquels on est professeur ou voilà, où on a vraiment une relation directe. J'allais justement sur la page mes cours. Donc la page mes cours, là on va voir les cours. Là je suis avec cet utilisateur là, c'est les 2 cours que j'ai créés. Je peux éditer le logo. Donc là ça peut être un petit, ça peut être un grand. On laisse encore assez de liberté. Ça fait partie des petits détails de finalisation de l'interface où sûrement là on fera en sorte d'afficher toutes les images dans la même taille, forcer à ce qu'elles s'affichent dans la même taille pour que l'interface soit plus propre pour tout le monde, sans que ce soit difficile pour l'administrateur, parce qu'il n'a pas forcément l'image dans la bonne taille ou des choses comme ça, et donc forcer à ce que ça s'affiche correctement. On a déjà le bloc là qui prend la même taille, mais voilà, il manque quelques petits éléments de design. Je rappelle que là, on est pour le moment, la présentation que je fais, je ne l'ai pas dit au début, on est en version alpha. Au niveau du développement de Chamilo, on a 3 étapes. Il y a alpha, bêta et stable. La alpha, c'est quand on ne change plus la structure de Chamilo. C'est-à-dire, on ne va plus faire de changement dans la base de données et on ne peut plus rajouter de fichiers dans l'arborescence du développement de Chamilo. Si on a fait ces changements-là, si on a besoin de faire ces changements-là, alors il faut les faire avant la publication de la alpha. Là, on a fait une alpha 1 pour tester justement et on se rend compte qu'il y a certains changements qui doivent encore être faits, donc on va faire une alpha 2 pour intégrer ces derniers changements. Et ensuite, quand on passe à la bêta, c'est qu'on dans la bêta, on a corrigé tout ce qui est on a rajouté toutes les nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait la bêta, on n'a plus le droit de rajouter de nouvelles fonctionnalités. Et entre la bêta et la stable, ça veut dire on corrige les bugs qui peuvent encore exister. Mais c'est plus que de la correction de bugs, c'est plus de rajout de fonctionnalités. Donc, c'est pour ça que je dis ici, on est encore dans la première publication de la alpha. Donc, il y a encore quelques changements de base de données qui vont être inclus pour la alpha 2. Et ensuite, il y aura la finalisation des fonctionnalités et ensuite la correction des bugs. C'est pour ça que dans la démo que je fais maintenant, on a certains éléments, typiquement ici, les images que je viens de dire, qui sont pas encore gérés totalement correctement. On le voit correctement, mais ça pourrait être mieux. Donc sur les cours, c'est ça. Et sur la page Mes sessions, là, on a rajouté quelque chose, c'est les onglets en haut, pour pouvoir voir, pour facilement identifier les sessions qui sont en cours, les sessions qui sont dans le futur, donc auxquelles je n'ai pas encore accès, et les sessions qui sont dans le passé, auxquelles je peux avoir accès ou non, en fonction de la configuration qui a été faite de la session. Mais les sessions donc sont organisées ici, on voit, il y a le bloc de la première session, le bloc de la deuxième session, le bloc de la troisième session, et on voit les cours qui sont à l'intérieur de cette session. Donc pareil ici, il n'y a pas encore le petit filet qui permet de voir que c'est un seul bloc, par exemple. Donc ça, pareil sur l'interface pour améliorer un peu la visibilité. Et peut-être, il y aura un changement pour mettre en ligne, parce que c'est peut-être plus facile de lire la session 1 et les cours qui sont dedans, ensuite la deuxième ligne, la session 2, que là, si on descend, on voit session 1, session 2, et il peut y avoir plein de sessions, et ça devient difficile de naviguer vers la droite. Alors que de descendre, c'est plus facile, surtout sur les appareils mobiles. Ensuite, on a donc les onglets ici, avec les cours à venir et les cours terminés. Les sessions, pardon, terminées. Et ça,
on se base sur les dates configurées de début et de fin des sessions pour savoir dans quelle catégorie elles doivent être mises. Et par défaut, on voit la session en cours parce qu'un utilisateur, ce qui va l'intéresser, c'est ce qui est actuellement disponible et qui correspond aux éléments auxquels il est inscrit. Donc, je laisse Phil écrire et moi, je vais continuer sinon sur la partie. Donc, un autre changement, c'est dans la page d'administration. On va voir maintenant, on a les blocs qui sont répartis par 3 et on a toujours les blocs de gestion de la plateforme, de Chamilo, de système et quelques entrées nouvelles qu'on va voir par la suite. Et ce que je disais ici, si je clique sur utilisateur, c'est comme si je cliquais sur liste des utilisateurs ici, j'arrive directement à cet endroit-là. Et où on voit la liste des utilisateurs. Je fais remarquer qu'on a refait tous les icônes pour justement avoir un système d'icônes qui permet de gérer la couleur par la configuration. Et donc, tous ces icônes-là là, qu'on voit en vert, c'est un thème spécifique que j'ai implémenté de mon côté. On peut, dans Chamilo 2, venir changer dans la page d'administration. Donc, pareil pour les cours, je ne suis pas rentré dedans, mais je vais rentrer ici. Par exemple, celui-ci. On a ici tous les icônes qui suivent. Donc, on a la page, le bloc d'introduction qui est un bloc HTML qu'on peut éditer, comme on a dans le Chamilo 1. Et ensuite, ici, sans la répartition par catégorie d'outils, ils sont tous ensemble maintenant et ils peuvent être réorganisés. Donc, on peut les trier. Donc là, je peux dire le chat, c'est l'outil qui m'intéresse le plus. Hop, je peux le mettre en premier. Ensuite, souvent, c'est les parcours. Alors justement, vu qu'on peut réorganiser, ça veut dire qu'ils peuvent se retrouver n'importe où. Donc voilà, il est là. Hop, je le mets au début parce que c'est les parcours qui est le plus important pour moi. Et comme ça, je peux classer ce... Hop, là, je clique sur trier pour arrêter de trier et je peux revoir. On a toujours l'outil de visibilité des outils qu'on peut définir, etc. Et voilà, un changement important dans la gestion des cours, c'est ça, l'organisation des outils et pas de blocage entre les différentes catégories. Donc, comme on avait avec les outils de production, les outils d'interaction, et où on ne pouvait pas faire passer un outil d'interaction avant un outil de production, et ainsi de suite. Donc là, c'est tout beaucoup plus fluide. Et les icônes donc, qui changent de couleur automatiquement quand on change le thème. Donc ça, je vous montrerai par la suite comment on fait pour gérer les thèmes. On va voir ensemble comment créer un nouveau thème si on le souhaite. Je voulais montrer avant la partie messagerie. Quelques instants l'aspect actuel sur un mobile. Oui, je vais voir après normalement, je dois pouvoir avoir un affichage sur mobile. Donc ça, je montre à la fin. On va essayer de refaire la navigation sur mobile. Je ne suis pas certain de comment je vais pouvoir le gérer parce que quand je le fais sur un ordinateur comme ça, j'ai du mal à faire le défilement pour passer de gauche à droite avec le menu à gauche et l'autre partie à droite. Donc je vais voir si j'y arrive ou pas à partir de l'écran de l'ordinateur. Donc, dans la messagerie, on retrouve donc, voilà, on a ce bloc qui permet de réduire et d'avoir un grand bloc présent. On a une interface qui ressemble à celle qu'il y avait avant. On a nos messages non lus, les messages lus. Par contre, ce qui est rajouté, c'est la possibilité de créer ces étiquettes et qui nous permet de créer des catégories différentes. On a ce non lu. Donc là, hop, j'ai plus que celui qui est non lu, mais on peut sinon créer ses propres étiquettes et voir uniquement ceux qui correspondent à cette étiquette. Donc, si je vais dans la boîte de réception, par exemple, lui, il est marqué comme avec la catégorie pédagogique. Si je vais ici, et donc ça, c'est chaque utilisateur peut créer ses propres catégories et donc ses dossiers en fait de classement de messages. Et là, on peut rajouter des tags. Donc, si je vais dans pédagogie, il devrait le retrouver. Voilà, pédagogique. Je lui assigne cette catégorie-là. Et quand je reviens sur la page d'accueil, donc lui, il a la catégorie pédagogique et là, dans mon dossier pédagogique, je retrouve ce nouveau message. Et je peux comme ça classer mes messages et organiser un peu mieux. C'est quelque chose qui manquait dans Chamilo 1 et qui a été rajouté ici. Et aussi, on a amélioré la gestion des envois des messages. Un gros problème qu'il y avait dans Chamilo 1, quand on envoyait un message à une personne,
les pièces jointes étaient à 10 personnes, les pièces jointes étaient dupliquées 10 fois pour chaque personne qui reçoit, il y avait une duplication de message et c'était en fait on faisait on faisait 10 messages qui étaient envoyés quand on faisait, c'était un contournement en fait, alors que maintenant on a vraiment un système de copie de messages. Et donc quand on crée un message, on a le A, le CC comme on pouvait avoir avant, et on intègre directement, ça veut dire qu'il y a un contenu de message et il est envoyé aux différents destinataires, mais il y a un seul message qui n'est plus dupliqué. Donc ça fait partie des changements structurels dont je parlais tout à l'heure qui étaient nécessaires parce que pour avoir la fonctionnalité qui se fasse correctement. On a rajouté tout ce qui est l'intégration des pièces jointes et des choses comme ça avec des outils. Voilà, comme on utilise Symfony, on se retrouve à avoir des éléments beaucoup plus faciles d'intégration et plus cohérents avec les interfaces qu'on voit un peu partout. Tout sur les messages, je crois que c'était tout ce que je m'étais dit que j'allais montrer. Ensuite, les icônes de couleurs. Donc, voilà, je reviens à l'administration et maintenant les deux choses dans l'administration que je m'étais dit qui étaient intéressantes de voir, les trois choses, on va dire. Il y a les pages qu'on a vu tout à l'heure, donc je remontre rapidement ce à quoi correspond en gestion de la plateforme. On a une entrée page maintenant. On n'a plus d'entrée configuration de la page d'accueil, mais on a une entrée page qui permet de créer les contenus de la page d'accueil. Donc là, en définissant par catégorie. Donc tout à l'heure, on a vu que sur la page d'accueil, j'avais créé cette page-là et c'était le premier bloc de la page d'accueil. Pourquoi est-ce qu'il apparaît sur la page d'accueil? Parce que j'ai sélectionné Home comme catégorie. Et j'ai sélectionné le français, c'est pour ça qu'il apparaissait sur la page d'accueil quand j'étais en français ou avec un utilisateur qui a le français comme langue d'accueil. Et comme on le voyait tout à l'heure, je peux créer autant de blocs que je veux. Là, j'avais créé un deuxième ou deux en français et donc on voyait un premier bloc, un deuxième bloc qui apparaissait en dessous. On a d'autres catégories qui correspondent aux pages, aux liens qu'on voyait en haut à droite sur la page d'accueil quand on n'était pas connecté, où on avait FAQ, on avait démo, contact, non, ça ne correspond pas à ça. Et donc, on a ici FAQ, démo, pareil, qui permettent de définir les contenus qui vont apparaître sur ces pages-là. Dans l'administration, bon, peut-être je vous montre après. Je n'avais pas prévu ça, mais je me rends compte que dans ces pages-là, il y avait contact et je pourrais montrer aussi la partie comment on gère les nouveaux contacts. Avant d'aller vers ça, je vais montrer ce qui me paraît plus important, c'était les couleurs. Donc ça, dans Système, on a un système de gestion des couleurs de tout ce qui est faire un nouveau thème pour la plateforme. Donc là, je vais sur couleurs. On a ici, donc ça, c'est le thème que j'avais créé avec un fond vert. Je reviens sur le thème par défaut de Chamilo, donc qui est avec du bleu, et où on pourrait avoir un logo qui change. Là, j'avais gardé le même logo, mais on pourrait avoir un logo qui change. Et là, je le sélectionne comme thème current, comme thème actuel. Et on n'a pas encore la traduction ici. J'enregistre. Et maintenant, si je me balade sur la plateforme, les entrées, les icônes vont être en bleu. On a vu là pour rechercher, c'était en bleu. Ici, tous les icônes sur la liste des utilisateurs, tout est passé, tout est devenu cohérent avec le thème qu'on a choisi. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir une interface qui va être cohérente avec le thème ou la charte graphique de l'institution. Parce que tous les icônes vont pouvoir être modifiés. Il suffit juste d'aller dans l'administration, dans la gestion des thèmes de couleurs. Tout qui est ici. Et donc, là, il y a la couleur principale, la couleur secondaire, la couleur tertiaire. Et sur la droite, on voit tous les éléments, donc les icônes et les différents boutons, les différents sélecteurs, comment ça influe. Donc, si par exemple ici, je veux changer cette couleur-là et je voudrais mettre quelque chose qui est plutôt on va aller vers une teinte, j'ai déjà fait un vert, plutôt jaune, voilà, un peu plus marron. Hop. Je vais aller cette couleur. Le second, je vais lui mettre
en orange. Ouais, on va le mettre plus jaune peut-être. Hop, là. Et ensuite, le troisième, hop, je vais lui mettre quelque chose qui est par là, en foncé, et plutôt par ici. Hop, cette couleur-là. Et donc, automatiquement, je vois les icônes, comment ils vont se présenter dans l'interface. Je vois les boutons, je vois les icônes, je vois les différents éléments et les messages d'erreur, donc de danger. Ah, tiens, danger, c'est un peu fort. Non, ou un warning, pour moi, c'est plus important que du jaune. Je vais lui mettre plutôt un orange un peu, c'est trop, voilà, en orange comme ça. Et automatiquement, on voit le warning qui change. Il y a les éléments qui s'adaptent automatiquement. Et ensuite, save as a new theme. Et là, je vais dire theme Camilo Camp, enregistré. Et voilà, il est disponible. Je peux le sélectionner comme thème current, comme thème actuel. Je lis en anglais, je le dis en anglais. Et donc maintenant, la plateforme, on voit le menu ici qui a changé, les icônes des cours qui ont changé, et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir une gestion plus fine et plus rapide et, pour les utilisateurs. Ici, on a un Show Advanced Mode. C'est parce que il y a beaucoup plus d'éléments qu'on peut changer dans la charte graphique. Mais par défaut, on met les principaux. Parce que déjà, rien que de changer ces couleurs, de trouver quelque chose de cohérent, il faut déjà avoir un œil un peu artistique. Et si on a l'œil artistique, ben on peut aller dans plus de détails encore. Et donc là, ça permet d'avoir vraiment tous les éléments qui vont pouvoir être modifiés. Le dernier point qui est plus pour les gens qui administrent la plateforme et qui gèrent les problèmes de support. Des fois, on a des contenus, donc je vais aller dans le cours, par exemple. Ici, hop, non, plutôt mes sessions. Hop, là, je rentre dans ce cours-là. Et là, je vois dans l'introduction, il y a cette image-là. Ah, tiens, mais un utilisateur ne la voit pas. Il y a un problème de droit ou quelque chose qui se passe. Tiens, lui, il n'a pas accès au contenu. Un problème typique de support. Pourquoi est-ce que cet utilisateur? Donc là, je vais faire copier l'adresse de l'image pour savoir quelle est cette image-là. Et je vais aller sur la page d'administration. Sur la page d'administration, dans la partie système, j'ai une entrée File Info. Il n'y a pas encore la traduction en français. Et ici, je vois toutes les ressources de la plateforme. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait toutes les ressources de type document de la plateforme. Et j'ai un bloc de recherche en haut. Et là, je vais copier l'adresse de l'image qui posait peut-être problème. Et je fais rechercher. Et lui, à partir de l'URL, il va me retrouver, ah, c'est cette image, elle est prévue, elle a été déposée dans le cours temps, où elle appartient à un utilisateur spécifique et pas dans un cours. Et donc, c'est peut-être pour ça que l'autre utilisateur n'y a pas accès, parce que il n'est pas, par défaut, il n'a pas accès à ce contenu-là, ou l'image, elle est d'un autre cours et l'utilisateur qui doit la regarder, lui, n'est pas inscrit dans l'autre cours et donc c'est pour ça qu'il ne la voit pas. Et on a un petit élément visualisé qui nous donne tous les détails, quelle taille elle fait, où est-ce qu'elle est dans le système si jamais on doit demander à l'administrateur système, tiens, cette image-là apparaît pas, est-ce qu'elle se trouve bien? Voilà où est-ce qu'elle se trouve. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça a été supprimé? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le serveur qui bloque à cet endroit-là? Donc on a des informations pour faire un petit peu le support, pour aider la gestion des problèmes d'accès au contenu. Et à la fin, on a ouvrir le fichier. Et comme ça, il nous ouvre directement ce fichier-là à l'URL qui est disponible. Et comme ça, on peut voir si ça fonctionne et comment il devrait être vu normalement, à quoi ça ressemble. Et voilà, le dernier élément, il est 34. Oui, je présente pour le formulaire de contact, qui est quelque chose de nouveau aussi dans le Camilo 2. Donc, dernier élément que je présente. Et après, j'essaierai de voir pour la partie mobile. Donc, pour les contacts, c'est dans gestion de la plateforme. On a une entrée catégorie de formulaire de contact. Par défaut, il n'y en a aucun. Donc, on va créer une nouvelle catégorie. On va dire
authentification, par exemple. Le problème qui se pose, c'est quelque chose lié à l'authentification. La personne, l'email à prévenir en cas de problème d'authentification. Donc, on va dire que c'est moi qui m'occupe de la plateforme. Donc, je mets l'email de la personne qui doit gérer les problèmes d'authentification. J'enregistre. Je vais créer une deuxième catégorie pour avoir un exemple un peu plus avancé. Donc, après, on a un bloc normal. On peut l'éditer à n'importe quel moment ou la supprimer si elle ne convient pas. Donc, je crée une deuxième catégorie qui est contenu pédagogique. OK, et là, c'est, hop, je mets un autre email. Il écrit correctement. Non, toujours pas. Voilà. Enregistre. Donc, j'ai créé ces deux catégories de contacts. Donc maintenant, je me déconnecte de la plateforme. Et ici, ah oui, j'ai créé un nouveau thème et par défaut, il n'y a pas le logo qui apparaît parce que le logo de Chamilo est dans le thème de Chamilo. Et quand on crée un nouveau thème, par défaut, il n'y a pas ce logo-là. On est en train de se demander, est-ce qu'on copie forcément le logo de Chamilo? Normalement, l'idée, c'est que dans la partie où on gère les couleurs, on ait un sélecteur pour dire mon logo, importer mon logo. Et comme ça, on viendra ajouter le logo. Mais c'est pas encore disponible. Donc ça, j'ai remarqué justement que là, ça a généré cette erreur. Et donc, sur ce nouveau thème, il n'y a pas de logo encore d'importer. Donc, il essaye sur l'URL normale où il devrait y avoir l'image. Il n'y en a pas pour le moment dans ce thème-là. Et donc là, je vais sur l'entrée contact. Dans contact, je vais avoir le formulaire. Donc, j'ai les catégories ici. Authentification, contenu pédagogique. Et je saisis mon nom. Hop. Et hop. Et le sujet. Et là, voilà, je me suis dit, je le vois en anglais, oui, c'est normal, c'est parce que je suis en anglais. Par défaut, mon navigateur est en anglais, c'est pour ça. Donc, il a reconnu la langue, il l'a mis en anglais ici et pas en français. Le sujet, hop, test contact. Et là, le message, je n'arrive pas à me connecter. Ici, pour accepter les termes et conditions qui sont affichés en dessous, et ça peut être, c'est éditable. C'est une variable de langue qu'on peut, en créant une sous-langue, modifier pour que le contenu ici qu'on veut s'apparaisse. On a forcé à avoir une vérification ici parce que comme c'est une page publique, c'est vraiment trop facile sinon de l'utiliser pour envoyer des messages par des spammers. Et donc là, hop, S, 3, 5, 9, 7. Voilà, le message a été envoyé correctement, donc tout va bien. Donc là, et ça envoie le mail. Donc voilà, ça permet de faciliter la création d'un formulaire de contact et de gérer un petit peu finement à qui ça va être envoyé. Je reviens, donc voilà, je le passe en français. Ça, c'est traduit cette partie-là. Hop, je reviens sur la page d'accueil. Et je vais me reconnecter comme administrateur et je vais changer de thème pour avoir un logo qui apparaisse. Et ensuite, je vais essayer de mettre la visualisation mobile. Je ne sais plus si en mode privé je peux l'avoir. Sinon, je me remettrai avec peut-être avec Firefox. Il y a un élément pour avoir une visualisation mobile. Hop, administration. Et là, je vais remettre le thème par défaut de Chamilo. Et là, je recharge la page d'accueil. Ah oui, et comme on a vu ici, là je suis passé de la page, j'ai été à la page d'accueil.
il n'a pas rechargé le bloc d'en haut. En fait, le view permet justement de recharger uniquement les parties qui nous intéressent. Donc, ça permet d'avoir moins de trafic et moins de rechargement. Et pour l'utilisateur, c'est plus fluide. Il n'y a pas une page qui s'est rechargée là. Il est juste là, pareil, si je mets mes cours, c'est juste ce bloc-là qui est rechargé. On n'a pas le reste. Mais moi, je veux justement recharger l'ensemble pour que le logo réapparaisse. Donc, je vais forcer le rechargement de la page. Et maintenant, voilà, mon logo est de retour. Ici, je dois avoir dans les outils de développement. Non, je sais plus où est-ce que c'est. Je sais pas si c'est disponible là. Je vais voir avec un peu Firefox 4 pour la visualisation mobile. Est-ce que je le vois ici? Nicolas, oui, comme je venais de le mettre Oui. dans le chat, j'utilise souvent cette visualisation en mobile pour montrer à mes collègues qui conçoivent les modules. C'est Shift-Ctrl-M. D'accord. Hop, Shift-Ctrl-M. Voilà. Et là, on peut paramétrer plus finement en fonction du type de mobile, éventuellement de la taille de l'écran. Enfin, c'est très pratique. Et pourquoi est-ce que là, je ne peux pas quand j'ai fait... Si j'ai pas le truc mobile d'ouvert, si j'ai pas les... Là, j'ai l'impression de voir... C'est du Firefox, là? Non. Mais tout à l'heure, ça s'est bien ouvert. Hein. C'est bizarre. Hein. Alors, je remets les outils. Ah ouais, il faut que je sois avec les outils de comment ça s'appelle? Les outils de développement pour que le mode mobile s'active sur Chromium. Ah, sur Chromium, oui. Oui. Bon, c'est... Donc, j'ai la visualisation, donc j'ai la bande qui est en haut, qui était fine, justement, ce que je disais tout à l'heure. On a le menu qui apparaît comme ça à gauche, et après, passer au contenu. C'est là, justement, que je ne sais pas faire slider. Comment je fais pour passer à la partie de droite? Je crois me souvenir que c'est avec les flèches gauche-droite qu'on peut faire bouger. Non. Alors, sinon, je vais sur Firefox. Hop, on va voir M. Voilà, là je l'ai. Il faut que je me connecte. Donc, et là, si je fais flèche gauche, flèche droite, non. Il passe pas de l'autre côté. C'est CTRL flèche gauche, CTRL flèche droite. Ah. Désolé, mais... Oui, moi aussi, mais non, ça me fait rien. Je vais revenir sur la fenêtre ici. Est-ce que dans Chromium, il arrive mieux? Non. Là, c'est pour agrandir, oui. Donc là, ça apparaît là, mais... Donc voilà, on voit sous forme de tablette, voilà, il y a les différents modes de vue. On voit en tablette aussi, ça et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui est... Alors, comment je passe sur la partie droite? Non. Et ici, est-ce que j'aurais quelque chose? Je viens de réessayer là sur Firefox. Et effectivement, quand je suis en visualisation pour mobile, en maintenant la touche contrôle enfoncée, avec flèche gauche et flèche droite, parfois il est nécessaire de faire deux appuis, dans un sens ou dans l'autre, mais je passe effectivement sur... Non, je peux naviguer, là, on voit la bande qui monte et qui descend. Si
si j'ouvre on voit celui-là qui est plus loin. Alors, on voit que là, j'arrive à descendre, mais j'arrive pas à aller vers la droite ensuite. Et voilà, c'est ce que je craignais tout à l'heure sur la navigation. Je clique sur... On voit que ça recharge, mais on voit pas de l'autre côté. Ah, ah voilà, c'était. Je viens de trouver une façon de faire. Et donc ça, je ne sais pas si c'est dans le Cameo, si c'est le navigateur, mais on a ici pour passer de l'un à l'autre. Donc le menu, la partie contenu, et on voit le petit menu qui apparaît comme ça quand on veut passer, quand on va venir au menu. Et j'imagine que si le slide fonctionne, ça doit pouvoir être utilisé. Et j'ai pas testé sur le téléphone pour vérifier ça. Et donc je vais ouvrir la page mes cours par exemple. Hop, et là je vais sur le contenu. Voilà, on voit les cours. Je vais ouvrir peut-être mes sessions où il y avait plus d'éléments. Hop, ici, hop, je reviens dans le menu. Donc voilà, ils se mettent les unes en dessous des autres automatiquement. Si je rentre dans le cours, on a le bloc de cours. Avec, bon, là, ils sont encore un peu grands, les icônes. Ça fait partie des choses à retravailler un peu en mobile. Mais on a l'intro du cours automatiquement qui se présente ici et les outils les uns en dessous des autres. Donc ça, suivant ce qu'on marque. Donc voilà, la navigation est assez cohérente. Voilà, il y a des problèmes encore de mise en forme voilà, de ces icônes-là d'édition, mais pour la visualisation d'un cours, c'est assez pratique. Après, l'administration, ça m'intéresse de voir parce que je sais pas comment ça va être géré maintenant, parce qu'il y a beaucoup de blocs. Oui, bah voilà, c'est bon, ils se mettent bien les uns en dessous des autres. Je sais pas s'il y a une page particulière que vous vouliez voir après, parce qu'en plus, je crois que j'ai pas de parcours créé, j'allais dire un parcours d'apprentissage. Mais ça, on n'a pas retravaillé encore la partie parcours d'apprentissage sous mobile, donc je ne sais pas exactement comment ça se présenterait maintenant. Je vais ici, hop, là, je rentre là-dedans. Je crois pas avoir créé un parcours. On va regarder, mais parcours d'apprentissage. Et voilà. Peut-être le faire comme ça pour le créer, parce que la création sur mobile, c'est un peu compliqué. Hop. Et donc ici aussi, les icônes ont été retravaillées comme tous les autres icônes de la plateforme. Donc j'ai créé un nouveau document, intro. Mettre une image. Donc oui, dans le File Manager, on a retravaillé toute l'interface. Ici, on a ou les documents personnels de l'utilisateur ou les documents du cours. Si jamais on est à l'intérieur d'un cours, on peut retrouver ces éléments-là directement ici. Hop, enregistrer, enregistrer. Et je vais mettre un deuxième document. Et donc
Donc après, ça change pas par rapport à Chamilo 1. On a toujours les éléments qui sont en drag and drop pour réorganiser et ainsi de suite. Juste peut-être par défaut, il y a sur V, c'est les enquêtes qui sont automatiquement intégrées. Donc Chamilo 1, c'était une option à activer. Il fallait faire quelques changements en base de données pour pouvoir permettre d'avoir les enquêtes qui soient intégrables dans les parcours. Là, ça l'est directement. Et là, c'est les catégories et formes, ça m'avait pareil. Et après, voilà, on a ici pour rajouter le bloc certificat à la fin. C'est surtout ça les enquêtes qui ont été rajoutées. Et donc, si je vais dans la visualisation du parcours, et donc voilà, le contenu, la page de parcours. Si le menu a un peu changé ici, on a ça et ça s'ouvre et donc on a une bande qui apparaît en haut pour avoir ces icônes-là pour de gestion du parcours qui apparaissait d'une façon un peu différente dans la version 1 de Chamilo. Et là, hop, M, je reviens en mode mobile. Donc pareil, je vois le menu sur la gauche et si je vois le menu, et là j'ai plus pour passer au contenu. Donc oui, sur les parcours là, on a un problème parce qu'on a l'icône de menu qui gère ce menu-là et pas le menu, l'ensemble du menu de gauche. Donc il doit y avoir un conflit justement. Le fait qu'on ait rajouté ce menu-là, ça bloque le fonctionnement pour passer à la partie contenu de l'autre côté. Je vais peut-être, hop, si je fais replier, ah voilà. J'ai replié le menu. En fait, c'est que là, il gère ce menu-là au lieu de gérer le menu de gauche. Et ici, je peux replier le menu ou accéder au contenu. Et donc, le contenu qui apparaît ici, on voit, bon, ça, c'est l'image. L'image, elle est intégrée par défaut, donc elle est pas, j'ai pas coché pour qu'elle soit responsive. Donc, elle se reforme pas, mais ça, c'est le contenu HTML lui-même qui doit être viable pour mobile. Et hop, je passe au dernier élément. Menu, et voilà, c'est la fin de mon parcours. Hop. Ici, hop, je reviens. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu des nouveautés, de ce qui pouvait être vu dans Chamilo 2, qui était différent. Après, on retrouve la gestion des utilisateurs de la même façon, la gestion des cours, les outils dans les cours, tout est tout est assez similaire. Ce qui va changer, peut-être ça, on va voir. Si je vais dans le cours de base, dans la création des contenus, donc dans mes cours, ici, il y a certains outils. Je disais tout à l'heure, on a maintenant la séparation entre le front-end et le back-end. On a certains outils de cours qui ont déjà été transformés. Donc la page d'accueil, ça c'est avec le mode view et donc on voit justement au moment du chargement, on voit justement que c'est avec ce mode-là où on voit le bloc de préchargement, on voit qu'on peut modifier les éléments dans l'interface comme ce que je montrais tout à l'heure pour trier. On peut le faire directement ici sans qu'il y ait un rechargement de la page. Tout se passe directement dans on gère notre interface et c'est juste des échanges avec le serveur derrière, avec le back-end qui vont faire les enregistrements dans la base de données. Donc ça, c'est un signe que justement, c'est avec ce nouveau système de séparation de front-end et back-end. On a des outils comme l'outil document qui ont été entièrement refaits avec le nouveau système. Et donc, où on va avoir la création de documents. Bon, on retrouve après les mêmes éléments qui existaient avant. Ici, normalement, il y a les templates qui apparaissent, mais je crois que sur cette plateforme de test, on n'en a pas saisi encore pour le moment. Et sinon, ici, il y aura les templates comme on a dans la version antérieure. Et là, hop, mon document. Hop, et donc là, mon document a été créé. Après, on est redirigé vers la liste de documents et on voit ici que ça apparaît avec le document classe virtuelle aussi que j'ai intégré tout à l'heure, l'image que j'ai intégrée tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé pour la faire apparaître sur la page d'accueil.
hop, j'ai été directement dans mes cours, je voulais aller ici. Et par contre, des outils comme, on a vu aussi l'outil de parcours qui a été refait, on voyait avec les nouveaux icônes et le drag and drop. Et par contre, un outil comme les exercices, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à réimplémenter dans les exercices, parce qu'il y a beaucoup de types de questions. Et donc là, on n'a pas rechangé l'interface. Donc là, ici, dès qu'on va cliquer sur un élément, ça va recharger l'ensemble de la page. Donc c'est là où on voit la différence et aussi ça veut dire que on va pas avoir les interactions aussi fluides que quand c'est des éléments qui sont déjà réintégrés avec le nouveau système de séparation front-end et back-end. Donc voilà, mais au niveau de l'utilisation, on est toujours avec le menu sur la gauche. Voilà, c'est juste que la page va se recharger à chaque fois. Pour l'utilisateur, c'est la seule chose où il va noter une différence entre quand il y a front-end et quand quand c'est directement les deux ensemble qui sont gérés. Mais voilà, c'est le seul changement notable pour l'utilisateur. Pour un utilisateur avancé, après, il y a certains éléments, on voit d'interaction qui sont revus ou des choses comme ça. Et ça, c'était pour ne pas pousser encore plus loin pour le passage, pour la première version de Chamilo 2. Et donc, on a dit que ça viendrait dans la 2.1 ou dans la 3, où tous les éléments seront réimplémentés pour avoir cette séparation du back-end et du front-end. OmniOffice dans Chamilo 2 n'est pas encore réintégré justement parce que l'outil document a été réimplémenté. Donc ça veut dire que toutes les fonctionnalités de l'outil document doivent être réimplémentées pour fonctionner maintenant. Alors que les fonctionnalités qui sont dans des outils qui sont restés avec ce qu'on appelle legacy, donc le code de base de Chamilo, tout intégré front-end et back-end, à ce moment-là, c'est juste reprendre le code de 1.11 et de le remettre dedans. Des fois, il y a des petits changements parce que la structure dans la base de données a changé. Et voilà, des petites adaptations pour aller avec la base de données, mais pas une réimplémentation. Alors que là, pour l'outil document, par exemple, ça veut dire réimplémenter. Et donc ça, c'est pas encore le cas dans la 2.0. Peut-être ça fait, et j'ai pas en tête, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est dans une phase on est à la alpha 2. Donc ça veut dire que toutes les fonctionnalités qu'on a prévues d'intégrer dans le Chamilo 2 ne sont pas encore forcément disponibles. Et je ne sais pas si cette tâche-là fait partie des tâches qui sont prévues pour la version 2.0 ou si on dit, on préfère, en gros, à un moment où on va dire, on préfère avoir un Chamilo 2 qui sort en 2025, en début d'année 2025, avec un petit peu moins de fonctionnalités que de le faire sortir en 2026 en intégrant tout. Voilà, c'est le choix qui va devoir être fait à un moment. Quelles sont les fonctionnalités qui sont indispensables ou pas, et quelles sont celles qui sont financées, par exemple, par un client d'un fournisseur officiel de Chamilo lui demande j'ai besoin de telle fonctionnalité et donc il va payer pour avoir cette fonctionnalité, donc elle va être ajoutée plus rapidement que les fonctionnalités génériques qui sont rajoutées par la communauté ou les développements parce qu'on considère que c'est indispensable même si c'est pas financé. Donc voilà. C'est l'exemple d'OmniOffice, mais il y a d'autres éléments comme ça qui ne sont pas forcément. Ce qui s'est passé, en fait, la séparation, donc ce qu'on appelle un fork, entre la 1.11 et la 2, donc où on dit, ça veut dire à partir de ce moment-là, si un développement est fait dans la version 1, elle n'est pas faite dans la version 2. Et ce changement a été fait au moment de la 1.11.16 ou 1.11.18. Donc, ça veut dire que les développements qui ont été faits après la 1.11.16 ou 1.11.18, je ne sais plus, j'ai plus en tête, ne sont pas forcément intégrés dans le Chamilo 2. À moins qu'il y ait eu, quand le développement est fait et que c'est financé en même temps pour le faire dans la 2, généralement, par contre, on a fait en sorte que si ça existait, les éléments nécessaires à ce développement-là sont migrés dans le Chamilo 2 pour ne pas perdre. Et donc, après, quand c'est réimplémenté, on peut récupérer les éléments qui existaient. Typiquement, un type de question qui n'existe pas encore dans le Chamilo 2, mais qui a été implémenté dans le Chamilo 1, après la 1.11.16, on va garder les informations, on va le passer à la nouvelle structure, sauf qu'il n'apparaîtra pas dans l'interface parce qu'on ne sait pas encore le gérer dans le Chamilo 2. Bon, en tout cas pour le moment, mais typiquement, une nouvelle type de question, ça fait partie des choses qui sont encore en négatif, donc probablement pour la 2.0, on va l'implémenter, même si là, aujourd'hui, dans la Alpha 2, il n'est pas disponible.
les parties H5P. Ça fait partie des éléments qui sont dans Chamilo 1, c'était un plugin qui se rajoutait et on n'a pas encore réimplémenté une grosse partie des plugins et donc H5P pour le moment n'est pas encore implémenté. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des fonctionnalités, donc il y aura le choix de est-ce que c'est indispensable ou pas, parce que plus on prend du retard sur réussir à avoir une Alpha 2 finalisée, moins on va garder de temps pour les fonctionnalités. Donc, le choix va être de plus en plus restreint de qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir et qu'est-ce qu'on repousse pour la 2.1, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça y sera pas. C'est juste que, et un élément de ce choix aussi, c'est qu'on a décidé que quand la 2.0 serait publiée, ça serait principalement pour des nouvelles installations, pour ceux qui l'utilisent de leur côté, pour des nouvelles installations, ou sinon, si c'est des migrations, ça veut dire qu'il faut prévoir de connaître la partie implémentation pour pouvoir assurer que des éléments spécifiques qui existaient dans Chamilo 1 et qui ne sont pas encore gérés, c'est la personne qui fait la migration qui doit pouvoir le gérer et faire le transfert. Ce que nous, on fait, par exemple, avec les clients de business, où là, on assure la migration et donc s'il y a quelque chose qui manque, on implémente la partie qui manque pour que ça fonctionne pour ce domaine spécifique du client qui fait la migration. Merci. De rien. J'espère que j'ai répondu. Donc, c'est finalement la partie sur Chamilo 2. Heureusement on s'est focalisé sur ça parce que on a pris 1 heure pour ça, mais c'était bien. Comme ça, on a pu prendre le temps de bien montrer tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éléments tant qu'on est sur Chamilo 2 qui seraient intéressants de voir ou qui vous intéresseraient de voir? Je reconnais avoir déjà monopolisé, pardon. Non, mais moi j'allais dire que j'aime bien aller gratouiller de mon côté, fureter pour trouver des petites choses. Donc là, je vais. Là, pour le moment, ça va, Nicolas, je te remercie. Oui. Et voilà, et comme toi, tu as ton Chamilo 2 justement qui t'attend pour faire tes tests. Maintenant, ça t'a permis d'avoir une première vue et ça va peut-être te faciliter justement le fait de rentrer dedans pour tester. C'est ça. Enfin, je vais aller le triturer, je vais aller le mettre à mal. Pas trop quand même. J'ai cassé un truc. Voilà. Chef, j'ai glissé. Oui, c'est ça, ouais. J'étais en train de rechercher dans le programme ce qui était après. Ah oui, c'était sur les sessions, normalement, le point suivant, sur comment optimiser la gestion du temps et de production en utilisant les sessions. Donc ça, dans Chamilo 1. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? Parce que là, ça fait 1 heure que je parle. Est-ce que vous pour aller boire quelque chose ou 5 minutes pour récupérer? Parce que quand on est en visio, généralement, ça fatigue les oreilles un peu plus que quand on est en présentiel. Donc peut-être on fait ça, une petite pause de 5 minutes. Vu qu'on a prévu une pause normalement au milieu d'1 quart d'heure, on fait des petites pauses de 5 minutes entre chaque présentation et on se dit dans 5 minutes, on revient et je présente la partie session. Et pareil, comme pour la V2, vous interviendrez comme ça, on adapte au fur et à mesure. Ça marche. Parfait. Ok, très bien. Et voilà. Donc, cette fois-ci, on va parler, après le fonctionnement est le même dans Chamilo 2, mais là je parle et les interfaces que je vais montrer, c'est dans Chamilo 1 à chaque fois. Mais le mode de fonctionnement est le même dans Chamilo 2. Donc, l'idée ici de cette présentation, c'est d'expliquer comment et de montrer quelques exemples, comment utiliser les sessions pour optimiser le temps, pour réutiliser les cours, pour faciliter la structure organisationnelle. Donc, la première chose que je vais faire, c'est un petit rappel un petit peu sous forme de cours sur les cours et les sessions, sur les concepts de cours et de sessions dans Chamilo, sur à quoi ça sert et comment ça se gère. Donc, le cours, ce que je vais appeler le cours de base, donc quand c'est un cours dans Chamilo,
c'est l'unité de base. C'est sur une plateforme de formation. Quand on parle de formation, un cours, c'est vraiment la base. Le cours, il contient des outils qui permettent de créer des contenus d'enseignement. Donc, ça veut dire on va créer des documents, on va créer des exercices, on va créer des forums pour pouvoir échanger parce que ça fait partie du flux pédagogique pour que les élèves échangent entre eux. On va créer des travaux que les élèves vont devoir rendre. Voilà, suivant le type d'organisation, on crée des contenus, ce qu'on appelle des contenus d'enseignement. Une fois qu'on a créé ces contenus au sein d'un cours, alors il va falloir structurer ces contenus. Et pour les structurer, on va utiliser l'outil parcours, dans lequel on va pouvoir mettre un petit peu organisé. En premier, il va y avoir un document à lire, ou un PDF à réviser, ou une vidéo à visualiser. Ensuite, un exercice pour voir si on a bien compris ce qu'il y avait dans le document d'avant. Ensuite, un lien vers une ressource externe pour en apprendre plus sur le sujet, lister les éléments, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut organiser, structurer en fait l'apprentissage pour naviguer dans les contenus d'enseignement qu'on aura créés auparavant. Tout ça au sein d'un cours. Une fois qu'on a fait cette structure-là, on a un parcours qui peut ressembler à ça, voilà, avec sur un cours sur la préhistoire, avec les différents concepts généraux, des exercices, des vidéos et un contenu qu'on visualise. Une fois qu'on a fait ça, on a un cours qui est disponible avec des apprenants qui peuvent être inscrits au cours et qui suivent la formation, donc qui peuvent suivre le parcours. Ça peut être en autonomie, donc on pourrait ne pas avoir ici le professeur, ou avec un professeur s'il y a besoin d'interaction par l'intermédiaire du cours, par exemple pour corriger les exercices, parce que certains exercices demandent une interprétation par un humain et ne sont pas des QCM, par exemple, ou des exercices automatiquement corrigeables par le système, et des interactions avec l'apprenant pour l'encourager, pour lui faire un retour d'information, pour lui dire tiens, il va y avoir un devoir à rendre à cette date, j'ai vu que tu ne l'avais pas rendu, peut-être qu'il faudrait que tu le prévois. Tiens, je vois que tu as du mal généralement dans cette matière, est-ce que tu veux qu'on en discute? Voilà, il peut y avoir des échanges directs avec le professeur. Donc ça, c'est le schéma standard où on a un cours, des apprenants et un professeur. Sauf que des fois, des exemples typiques, c'est on a un cours de maths, des apprenants, le cours de maths de sixième. Bon, là, c'est pas le bon exemple parce qu'il y a on n'est pas du tout dans un domaine de l'éducation pour Thomas et pour Philippe, mais je vais prendre cet exemple-là et après j'utiliserai d'autres exemples. Mais comme ça, c'est un premier exemple plus éloigné. Donc, un cours de maths en école primaire. Il y a les apprenants et il y a le professeur de ce cours de maths. L'année suivante, le professeur doit recréer son cours de maths parce qu'il a des nouveaux apprenants. Et donc, il doit refaire le contenu, ou sinon, il doit désinscrire tous ses apprenants du cours de maths de l'année 1 et donc perdre tous les résultats de ses apprenants pour réinscrire les nouveaux apprenants dans son cours. Donc, dans tous les cas, il y a ou la duplication d'un cours parce qu'il faut le recréer, ou la perte d'informations d'une année sur l'autre si on veut réutiliser. Pareil, dans une structure institutionnelle, il y a un cours d'introduction aux outils de l'institution, de découverte de l'institution. Et donc, ce cours-là, ceux qui arrivent cette année vont devoir le suivre, mais ceux qui arrivent dans 6 mois, ils vont devoir le suivre également. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils vont vouloir échanger avec ceux qui sont arrivés il y a 6 mois ou ceux qui sont arrivés il y a 5 ans avant. Et donc, ça génère des problèmes parce qu'on n'a pas de notion de temps ni de notion de séparation entre un groupe d'utilisateurs et un autre groupe d'utilisateurs. Dans le cours, en fait, c'est généralement pour avoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, des contenus d'enseignement et les organiser. Mais ce n'est pas fait pour avoir toute la partie interaction avec les apprenants. Oui, il vaut mieux essayer d'enlever cette partie-là, les apprenants, pour justement mettre un niveau entre les deux. Et comment on fait ça? C'est là que rentre en jeu le concept de session. On a le cours de base qui est au milieu, avec le professeur du cours de base qui est celui qui connaît très bien les mathématiques ou qui connaît très bien l'institution et donc qui peut
faire le cours de présentation de l'institution, d'expliquer comment elle a été fondée, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les principes importants de l'institution, quels sont les documents, quels sont les outils spécifiques qui sont utilisés dans l'institution, ou le cours d'utilisation de l'outil spécifique de gestion des arbres de la collectivité, par exemple. Et ça, il y a quelqu'un qui connaît très bien ça et qui va créer ce contenu-là. Et par contre, après, on va avoir ce cours-là et on ne va pas directement inscrire les apprenants à ce cours-là. On va créer comme s'il y avait une fenêtre et on va créer une autre boîte dans laquelle on va dire que c'est la session A et on va inscrire les apprenants dans la session A et ils vont pouvoir voir au travers de la fenêtre les contenus du cours de base. Mais donc, ils voient ces contenus-là, mais on pourra ensuite créer une deuxième session avec un autre groupe d'apprenants. Ils le verront à travers la fenêtre. Ils verront les mêmes contenus, sauf que ils sauront seulement qu'il y a les autres apprenants, ils sont ici. Et on peut avoir, à chaque fois, pour chaque groupe, un tuteur qui va les accompagner, donc qui va répondre à leurs questions et des choses comme ça. Et c'est pas forcément nécessairement celui qui connaît le mieux la plateforme, mais celui qui est bon pédagogiquement pour échanger avec les apprenants. On peut avoir des sessions en parallèle, c'est-à-dire un cours de maths, plutôt que d'avoir 500 personnes inscrites dans le cours en une fois, on va les regrouper en petits groupes de 10 par exemple, et ainsi avoir un groupe plus facile à gérer. On peut donc avoir des sessions en parallèle qui fonctionnent, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire l'exemple que je prenais avant, une session pour l'année 1, une session pour l'année 2, une session pour l'année 3, ou les regrouper par semestre, ou ainsi de suite. On a donc cette séparation qui permet de réutiliser le contenu et d'optimiser les personnes qui sont en interaction avec les apprenants en leur donnant le rôle justement d'interaction. Et ces personnes-là, au niveau de la fenêtre, peuvent dire, tiens, mon groupe est très bon, ils n'ont pas besoin de revoir ce contenu-là, ils le connaissent déjà, donc je peux le masquer. Et donc au niveau de la fenêtre, c'est comme si je mettais un post-it pour cacher une partie du contenu ici. Par contre, le groupe B, il se rend compte, tiens, il leur manque des connaissances de base. Et donc, ils ne peuvent pas suivre ce cours. Je vais leur rajouter des documents spécifiques pour qu'ils puissent suivre et comprendre ces compétences de base qui leur manquent et des exercices pour valider qu'ils les ont bien compris. Enfin, je peux créer des contenus spécifiques pour mon groupe qui ne seront pas visibles par les autres groupes dans les autres sessions. Donc, je peux spécialiser le contenu en fonction de mon groupe sans changer le contenu du cours de base qui a été fait par le professeur. Si jamais le professeur voit que dans toutes les sessions, il rajoute des contenus parce qu'il manque quelque chose d'explication qui font que personne n'a les bases des compétences, on peut venir le modifier ici et tout le monde aura accès à ce nouveau document automatiquement. À partir du moment où on le change dans le cours de base, toutes les sessions qui utilisent le cours vont voir la modification. Typiquement, il y a une erreur dans un exercice, l'énoncé d'un exercice n'est pas correct, on ne va pas demander à chaque tuteur d'aller modifier l'exercice parce que y a ce contenu-là. On vient le changer dans le cours de base, donc ça, il faut demander au professeur du cours de base. Les autres, ils n'ont pas le droit à travers la fenêtre, ils ne vont pas réussir à aller écrire le cours de base. Donc, il faut qu'il contacte le professeur du cours de base et lui va aller changer le contenu et tout le monde profitera de cette modification-là. Donc là, on a l'exemple avec un cours. Mais une session, ça peut servir aussi pour gérer une cohorte G, tous ceux qui sont arrivés au premier semestre 2024. Mais ils ont plusieurs cours à suivre. Ils ont le logiciel sur les arbres, mais ils ont aussi le logiciel de messagerie, parce que c'est un logiciel de messagerie spécifique dans notre institution. Ils ont également un logiciel de gestion des accès au bâtiment, et ainsi de suite. Et donc, on va dire, tiens, ce cours-là de gestion des accès, ce groupe-là d'utilisateurs, ils vont en avoir besoin, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut rajouter au sein d'une session plusieurs cours. Et automatiquement, comme ça, quand on rajoute une personne à la session, elle est automatiquement inscrite aux différents cours qui composent cette session, la session de bienvenue de 2024. Et donc là, il y aura tous les éléments dont elle a besoin sans avoir à l'inscrire individuellement à chacun des cours. On a ici des rôles pour gérer cette structuration-là. Parce qu'on ne va pas demander à une personne, si l'institution est assez grande, gérer des inscriptions, ça devient fastidieux et donc on ne va pas demander à l'administrateur de la plateforme de tout faire. On a le rôle d'administrateur de session. Lui,
qu'il peut faire, c'est créer une nouvelle session, mettre les cours qui vont bien dedans, donc les cours qui sont déjà créés par les professeurs. Lui, l'administrateur de session, il n'est pas pédagogiquement, il n'est pas compétent. Mais par contre, il va aller prendre le cours sur les arbres, il va prendre le cours sur le logiciel de messagerie, il va prendre le cours sur le logiciel sur les indications d'accès au bâtiment, et il va les mettre et il va assigner les tuteurs. Il va plus faire de la gestion un peu RH. Il va inscrire les apprenants dans la session avec les cours auxquels ils ont besoin. Il va assigner les tuteurs des cours et on peut avoir un tuteur général de la session. C'est celui qui va voir tout ce qui se passe dans la session. Alors que ici, lui, il va uniquement voir le cours spécifique sur les arbres. Il va pas voir les autres cours, il va pas savoir ce qui se passe dans les autres. Donc, on peut avoir des tuteurs spécifiques par cours à l'intérieur de la session et un tuteur général de la session qui va pouvoir tout voir. Et on remet ici le bloc où il y a le professeur du cours de base qui peut aller modifier les contenus. Et donc, s'il fait une modification, il va voir tout ce qui se passe. Ça va apparaître dans toutes les sessions qui incluent ce cours-là. C'est ici, ce que ça rajoute, ce slide-là, c'est principalement ce qu'il y a en dessous, qu'on voit en bas, où on peut avoir typiquement des personnes qui assurent le suivi. Donc, dans les écoles, ça peut être les parents. Par exemple, on veut qu'ils puissent voir les résultats de leurs enfants, on veut qu'ils puissent voir ce qu'ils font. Ça peut être un responsable de ressources humaines qui, lui, ne gère pas les inscriptions, mais seulement suit est-ce que telle personne a réussi sa formation. Et donc, elle va avoir besoin de pouvoir voir ce qui s'est fait. Ça peut être un supérieur hiérarchique. Tiens, mon supérieur, c'est lui qui doit savoir si j'ai réussi ma formation ou pas, ou ça peut l'intéresser de savoir si j'ai réussi ma formation, si j'ai validé ma formation. Et donc, on peut lui assigner un utilisateur ou une session et pour qu'il puisse le suivre. Donc, on a deux rôles qui servent à ça dans Chamilo. C'est le directeur de ressources humaines et le supérieur d'apprenant. Et donc, ça fait que ça apparaît ici. Donc, ça nous permet, en fait, les sessions, vraiment d'avoir toute l'interaction avec les différents utilisateurs et d'optimiser ça pour éviter d'avoir à recréer à chaque fois. Par exemple, il y a un nouveau cours qui doit être suivi par tous ces gens-là. Et ben, on rajoute le cours dans la session et automatiquement, ils sont tous suivis. Tous ceux qui suivaient la session, les supérieurs d'apprenants ou les directeurs de ressources humaines, automatiquement, ils y ont accès aussi. Donc, on n'a pas besoin de recréer tous ces liens à chaque fois. Si on a besoin. Et chaque année, on n'a pas besoin de recréer tous les contenus. On peut juste recréer la session. On a une fonctionnalité de duplication de session. Typiquement, on est en année 1 avec, on a fait le cours de bienvenue avec le cours de découverte de la messagerie, des accès au bâtiment, tous les cours qu'on avait dit avant, et on va avoir besoin d'exactement la même structure. Donc, on peut dupliquer la session et automatiquement, ça va recréer la structure. Donc, il y a ici en haut avec les tuteurs, avec les cours et avec le nom de la session, mais aucun apprenant inscrit. Et donc après, dans cette nouvelle session, on n'aura plus qu'à rajouter les apprenants correspondant à cette nouvelle session, donc nouvelle année par exemple, ou nouveau trimestre, ou ainsi de suite. Je pense que sur ces éléments-là, c'est le plus important. 1.11, on trouve supérieur d'apprenant égale N+1 et tuteur d'apprenant. C'est la même chose. C'est vrai, bonne remarque. En fait, la nomenclature a été un peu incohérente dans le Chamilo. Et c'est-à-dire que on trouve, quand on crée un utilisateur, on a le champ rôle et dans ce champ rôle, on a supérieur d'apprenant qui apparaît. Par contre, quand on est dans la fiche d'un utilisateur et que l'on doit sélectionner qui est justement ce supérieur d'apprenant, on a l'information de tuteur d'apprenant N+1 qui apparaît. Donc, c'est les libellés qui ont été un peu incohérents à différents endroits. Mais c'est la même chose à chaque fois. Et ça fait partie des choses justement dans Chamilo 2 où on essaie de le remettre un peu plus cohérent. Que les libellés à chaque fois soient les mêmes pour chaque type d'utilisateur. Ou chaque endroit où on parle d'un type d'utilisateur, ce soit bien la même chose. Donc, un cas d'exemple avec le cours de maths,
ce que je disais tout à l'heure, on a le cours de maths qui est créé par Madame Trudeau. Donc elle, c'est celle qui est experte, qui le crée. Et après, on vient l'inclure dans la session. Donc il apparaît ici dans la session. Et dans la session, on voit il est grisé un petit peu parce qu'il est plus modifiable. Et on a Monsieur Dufour qui est le tuteur de ce cours-là dans la session et qui peut le réaliser. Au semestre de 2024, c'est le même cours. Madame Trudeau, elle n'a pas plus de travail. On l'intègre juste là. Pareil ici. Et puis ainsi de suite. Là, on voit que ça peut continuer indéfiniment. J'ai remis semestre 1 2024. Normalement, c'était semestre 1 2025 qui était prévu ici. Et ainsi de suite, qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Donc ça, sur l'exemple du cours de maths. Et après, avec le cadre de l'entreprise que j'ai dit tout à l'heure, le cours découverte de l'entreprise, utilisation des outils internes et règles administratives. Et là, hop, la session d'intégration 2023, hop, on met ces 3 cours-là. Là, on met ces 3 cours-là. Là, on met ces 3 cours-là. Et on pourra avoir en 2024, en 2025, tiens, il y a un nouveau cours qui est sur les règles RGPD, par exemple, qu'on n'avait pas avant, mais qui est une nouvelle norme, et donc on a rajouté un nouveau cours. Et bien, on va le rajouter ici, dans la session de 2025. Ça ne change rien pour les sessions qu'il y avait avant. Juste, c'est la session à partir de 2025 qui inclura ça. Et après, quand on dupliquera pour créer la session 2026, automatiquement, il y aura le nouveau cours qui a été rajouté à la session de 2025. Un élément justement sur, ici où on voit session intégration 2023, session intégration 2024, session intégration 2025. Donc, on va définir les dates de début et de fin de la session. Et après, on peut donner des types d'accès aux utilisateurs. C'est-à-dire, ils peuvent, soit c'est indicatif, la date de fin, et donc après la date de fin, ils continuent à accéder de la même façon. Juste, c'était à titre indicatif, de dire c'est de telle date à telle date, mais si vous voulez continuer après à le réaliser, vous pouvez continuer à réaliser l'exercice, etc. La deuxième option, c'est que c'est accessible en lecture seule. C'est-à-dire que la session est toujours visible, on peut rentrer dedans, sauf qu'on ne peut plus réaliser d'exercice. On ne peut plus rendre de travaux. On ne peut plus échanger dans les forums. C'est juste à titre d'archive. Donc, par exemple, tiens, j'avais fait cet exercice qui me permettait de faire telle chose dans tel outil. Je voudrais revoir comment je l'avais fait. Eh ben, on peut y accéder, on peut revoir ce qu'on avait fait et se rafraîchir un petit peu ce qu'on avait fait avant. Et le dernier type d'accès, c'est fermé. Et donc, dans ce cas-là, c'est à partir de la date de fin, la session n'apparaît plus et la personne ne peut plus y accéder, plus revoir ce qui avait été fait dedans et ainsi de suite. Un développement, là, j'embraye un petit peu sur la partie sur le Chamilo 2. Un développement qui est en cours là et qui sera intégré dans le Chamilo 2 bientôt, c'est l'automatisation de la réinscription des utilisateurs dans une nouvelle session quand il y a une certification. Typiquement, dans l'aviation, un pilote est certifié pour avoir le droit de conduire un avion. Sauf que sa certification est valide 2 ans. Tous les 2 ans, il doit revalider pour pouvoir continuer à piloter. Sinon, il n'a plus le droit de piloter s'il n'a plus cette certification. Donc, on veut se rappeler depuis combien de temps il a validé sa certification et automatiquement, 2 ans après ou 1 an et demi après pour lui laisser le temps de la repasser, d'être réinscrit dans une nouvelle session pour refaire cette même certification. Parce qu'on sait qu'il y a une durée de validité de la formation qu'il a réalisée. Et donc, le système permet de définir une durée pendant laquelle la certification est valide et la durée, tous les combien de temps on va créer une nouvelle session. Parce qu'on ne crée pas pour l'utilisateur. Par exemple, on dit la session en 2023, j'ai la session certification pilote. En 2024, la certification est valide 3 ans. Donc, ma session, pour éviter d'avoir un suivi pendant trop longtemps pour plein de gens, je la fais durer 1 an. Quand, donc 2023, les premiers font leur certification. 2024, ils n'ont pas besoin d'être renouvelés. 2025, ils n'ont pas besoin d'être renouvelés. Par contre, 2026, ils ont besoin d'être renouvelés. Donc, il y a un script qui va vérifier quels sont les utilisateurs en 2023 qui ont validé cette formation en se basant sur la date de fin du parcours. Pour le moment, c'est ça le choix qui a été fait
pour déterminer quelle est la date de certification. Si c'est le cas, alors je regarde s'il y a une session fille qui a été créée et j'inscris automatiquement à la prochaine session fille qui existe actuellement. S'il n'y en a pas qui existe, si la plus lointaine session fille, et un autre script qui va recréer des nouvelles sessions si jamais on arrive trop proche de la date de fin pour qu'il ne soit pas inscrit dans une session où il reste que 3 jours. Ça ne sert à rien. Et donc, on pré-crée la session suivante de l'année suivante quand on est à 1 mois avant la fin, par exemple. On peut déterminer cette durée-là. Et donc, voilà, c'est quelque chose avec les sessions pour gérer ce système de certification ou d'autorisation pour des types d'utilisateurs quand on a des normes, par exemple, à respecter. Et donc, il faut repasser la certification. Et donc, il y a ça qui va être ajouté dans le Chameleon 2 qui sera intéressant justement sur ces cycles de sessions. Voilà, s'il y a des questions sur la partie théorique, et sinon, ce que j'avais prévu, c'était que l'on fasse ensemble un exemple par rapport à un cas concret qui vous correspondrait et qu'on pourrait essayer d'implémenter en ligne sur un partage d'écran si vous en avez besoin. Sinon, moi, je peux faire une présentation juste en faisant un cas d'exemple typique qui, moi, me vient en tête, mais autant se baser sur vos cas à vous. Mmh. Thomas, une demande particulière? Non, pas particulièrement. Alors, la création d'un cours, la création de contenu, je pense que dans Chamilo 2, ça va pas révolutionner ce qu'on avait dans Chamilo 1. En effet. Non, c'est le même principe. Ouais. La partie session, je pense que ce sera exactement la même. Alors moi, je sais que je l'utilise très régulièrement, moi, la partie session. Ce qu'on crée justement, comme ce que présentait Nicolas, des sessions à destination de tous nos nouveaux collaborateurs. Tous les mois, on crée une session avec une succession de cours qui doivent en autonomie. Donc, moi, au niveau de l'outil session, c'est plutôt, ça va plutôt bien. Après, Phil, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Alors, je dirais deux choses. Oui, nous avons besoin effectivement d'informations concernant la gestion des sessions, dans le sens où la direction chez nous a décidé de travailler avec des blocs annuels de 3 sessions. Une session pour les francophones, une pour les néerlandophones et une session réservée à tous les chargés de contenu. Donc c'est une organisation un peu particulière. Donc je ne sais pas très bien comment ça va se mettre en place. Par contre, justement, je parlais tout à l'heure de la venue prochaine de Yannick en Namur, et ça fait partie des choses que nous allons voir avec lui. Donc je pense que ça sert à rien de s'apesantir sur un cas très particulier tel que je viens de l'exposer. Donc pour moi, on a commencé effectivement à travailler avec les sessions, mais bon, je ne sais pas si ce serait très rentable de passer du temps. En tout cas, ce que je vais en sortir sera probablement peu transposable par rapport à notre situation. D'accord. Bon. Alors, je ne sais pas non plus si ça vaut le coup de faire la démo, parce que vous connaissez déjà l'interface, à moins que ça vous intéresse de voir comment on crée une session et comment on rajoute des cours dedans. Mais voilà, pour montrer. Nous l'avons fait à titre d'exercice. Effectivement, c'est très souple, très facile. Ça n'a pas amené de questions particulières. Maintenant, l'organisation tout à fait spécifique qui est visée pour nous nécessitera un petit peu de coaching de la part de Yannick. Oui, voilà. Après, c'est un choix structurel à faire. C'est Voilà. qui on inscrit dans les sessions, est-ce qu'on fait plusieurs sessions ou est-ce qu'on met une session avec tous les cours à l'intérieur? Est-ce que qui va devoir le suivre? Donc, c'est vraiment ça, c'est des choix liés à la structure. Et Chamilo est assez flexible justement pour s'adapter. Oui. J'ai eu énormément de cas. On a des structures où ils ont une session par apprenant. Parce que ils créent en fait, mais parce que ils ont des cours. Chaque module correspond à un module correspond à un cours et qui correspond à un parcours. Et donc c'est quelque chose de très précis. Et donc chacun va créer son
parcours de formation, en fait, en intégrant les modules qui lui correspondent. Et c'est pour ça qu'on crée une session pour l'apprenant, et hop, on rajoute les modules dont il a besoin. Et puis après, il se rend compte qu'il a besoin d'autres modules, on rajoute juste dans sa session, et comme ça, il les a. Et par contre, on met la personne qui doit gérer son suivi, bah, elle est responsable de la session, et comme ça, elle a accès automatiquement à tout ce que cette personne a fait, elle peut voir tout son suivi. Donc, ça dépend vraiment, et c'était leur façon à eux de simplifier la création d'un parcours personnalisé. Donc c'est encore un autre cas, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai montré pour optimiser, parce que ça ne correspondait pas à cette présentation, mais c'est juste pour dire vraiment, des fois, on peut utiliser les sessions dans des cadres vraiment très différents de ce qu'on pourrait imaginer. Intéressant aussi, merci. Et de rien. Oui, je me rappelle, Yannick m'avait cité le cas d'une entité qui fait de la formation en langue et Oui. chez qui les sessions se comptent par dizaines de milliers. Oui. C'est impressionnant. C'est au Pérou, en fait, et parce qu'ils ont chaque mois, de nombreuses classes, ils ont une session par classe par mois. Et vu qu'ils ont, je ne sais pas, 50 ou 100 classes, donc chaque mois, il y a 50 ou 100 sessions qui sont créées. Et donc voilà, très rapidement, au bout de quelques années, ça. C'est pour ça qu'on peut vraiment avoir des cas très différents parce que ça permet aussi les sessions de gérer une cohorte d'utilisateurs. Et donc tous les mois, eux, ils ont un groupe différent suivant le niveau et donc ils mettent le cours à l'intérieur pour accéder à la visio de ce mois-ci, de ce niveau-là, de ce cours-là et accéder au contenu correspondant à ce niveau, etc. Donc on peut, c'est vraiment, il y a beaucoup d'éléments de structuration qui peuvent être adaptés en fonction de l'objectif de la structure.